En écoutant ce cube, vous aurez une idée plus précise de l'histoire de la formation de l'univers et de son fonctionnement. Stephen Hawking, en physicien renommé, apporte les clés pour comprendre des phénomènes comme le Big Bang ou les trous noirs. Un voyage de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Vous découvrirez aussi que les connaissances actuelles sont le fruit d'une longue histoire et de nombreuses erreurs. Que le temps n'est pas absolu, il dépend en fait de celui qui l'observe. Que les trous noirs sont en fait des étoiles massives qui se sont effondrées sur elles-mêmes. Et enfin, que nous ne connaissons qu'une partie infime de l'univers qui nous entoure. Qui mieux que les enfants peuvent poser des questions franches sur ce qui les entoure? La plupart des adultes, eux, vivent dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Ils ne se demandent pas comment le soleil fournit chaque jour la lumière et la chaleur dont nous avons besoin, ni pourquoi les planètes tournent constamment sans jamais se percuter. Face à ces questions, les adultes se contentent bien souvent d'un haussement d'épaule ou des réponses vagues données par la religion. Stephen Hawking, en vulgarisant le langage scientifique, offre à tous ses connaissances en astronomie, en cosmologie et en physique. Préface de Carl Sagan. Chapitre 1. La connaissance de l'univers est faite d'une suite d'erreurs et est le fruit d'un apprentissage lent et progressif. En 340 avant Jésus-Christ, Aristote maintenait que la Terre était de forme sphérique plutôt que plate, comme on le pensait à l'époque. Pour formuler cette hypothèse, il se basait sur la forme de l'ombre que la Terre projette sur la Lune lors d'une éclipse, et sur le fait que l'étoile polaire puisse être observée sous différents angles selon la latitude. Mais il était néanmoins convaincu que le monde tournait autour d'une Terre qui restait, elle, immobile. Peu de temps après, Ptolémée établit un modèle cosmique dans lequel le Soleil et les quelques planètes connues à l'époque évoluaient selon des trajectoires circulaires. L'Église catholique trouva son compte dans ce modèle et l'adopta. Il avait l'avantage de pouvoir cohabiter avec les notions de paradis et d'enfer. En 1514, Copernic est le premier à envisager un système héliocentrique et non pas géocentrique. Ses travaux sont repris par Kepler et Galilée. Mais pour coller aux observations, Kepler doit amener l'idée que les planètes ne dégrivent pas des cercles, mais bien des ellipses. L'explication est donnée par Newton en 1687 dans « La loi de la gravitation universelle ». Tout corps est attiré par d'autres corps avec une force d'autant plus grande que ces corps sont massifs et proches. Quant aux autres étoiles dans le ciel, elles se comportent comme notre Soleil. Jusqu'au XIXe siècle, l'idée d'un univers statique et immuable faisait l'unanimité. En 1823, l'Allemand Heinrich Olbers relève une contradiction qu'avait déjà notée Newton. Si l'univers est bel et bien statique et infini, toutes les lignes de visée tracées par la lumière des étoiles devraient aboutir à la surface d'une autre. On devrait donc observer depuis la Terre un ciel uniformément lumineux, même la nuit. Olbers conçut son propre contre-argument. Peut-être que la lumière des étoiles lointaines est absorbée par quelque chose. Mais dans ce cas, cette matière aurait dû elle-même devenir incandescente sous l'effet du rayonnement des étoiles. Il lui fallut alors admettre l'unique explication possible de ce phénomène: les étoiles ne devaient émettre de la lumière que depuis un certain temps, celui de la naissance de l'univers. Dans sa critique de la raison pure, Emmanuel Kant se penche sur la question d'une éventuelle naissance de l'univers. Si l'univers est apparu un jour, alors qu'y avait-il avant sa naissance? En 1929, Edwin Hubble fait une observation majeure. Les galaxies autour de nous s'éloignent. Il émet l'hypothèse qu'elles soient parties d'un point unique à un moment donné pour ensuite s'en éloigner. Il vient de décrire pour la première fois le Big Bang. Stephen Hawking revient alors sur la définition de ce qu'est une théorie scientifique. Pour être valable, une théorie scientifique doit répondre à 2 critères. Décrire avec exactitude une catégorie d'observation sur la base d'un modèle qui ne contient que quelques éléments arbitraires. Faire des prédictions précises concernant les résultats d'observations futures. Les expériences et les observations permettent de confirmer ou d'infirmer une théorie. Le but des scientifiques est de définir une théorie unique pour décrire l'ensemble du fonctionnement de l'univers. Mais cette ambition est trop élevée. Les scientifiques conçoivent donc des théories scientifiques partielles, en restreignant leur champ de recherche. Cette approche morcelée permet de faire quelques belles découvertes et aboutit à 2 grandes réussites intellectuelles du XXe siècle, la relativité générale,
la mécanique quantique. La relativité générale décrit la structure de l'univers, l'infiniment grand, qui se courbe sous l'influence de la matière. Cette structure détermine en retour le mouvement des astres. La mécanique quantique s'intéresse, elle, à des phénomènes qui se produisent à des échelles extrêmement réduites, l'infiniment petit. Hélas, ces deux théories qui ont été vérifiées et qui fonctionnent parfaitement chacune de leur côté ne fonctionnent pas l'une avec l'autre. L'un des plus gros efforts des physiciens actuels est donc de trouver une théorie scientifique qui rende compatible la mécanique quantique et la relativité générale. Chapitre 2. La découverte du principe de la relativité restreint notre champ d'observation au passé. Galilée et Newton ont posé les bases des lois sur le mouvement des corps. On les utilise encore aujourd'hui. Ils ont démontré que lorsqu'un objet subit des forces qui s'équilibrent, il peut être soit au repos, soit suivre un mouvement linéaire et uniforme. Newton a précisé la notion de repos héritée d'Aristote en expliquant que le repos absolu n'existe pas. Une chose est toujours en repos en comparaison d'une autre. Ils croyaient tous les deux en l'existence d'un temps absolu, ce qui signifie que la durée d'un événement est la même, quel que soit l'observateur qui la mesure. Cette idée semble logique et naturelle pour des événements lents comme la chute d'un objet ou le mouvement d'une planète. Mais sa perception se complique lorsqu'il s'agit d'envisager des déplacements extrêmement rapides, comme celui de la lumière. Pour pouvoir envisager la propagation de la lumière, les physiciens de l'époque durent imaginer une matière, ou plutôt un milieu, présente même dans le vide, et dans laquelle la lumière circulerait. On l'appela l'éther. La vitesse de la lumière devenait donc relative à ce milieu, et le temps était effectivement absolu. Mais si la vitesse était relative, elle dépendrait des observateurs qui la mesureraient, en particulier de la vitesse à laquelle ils se déplaçaient. Or, les expériences montrent que la vitesse de la lumière est toujours la même, quel que soit l'observateur. La question de l'existence de l'éther fut longuement débattue, mais ce sont Albert Einstein et le Français Henri Poincaré qui formulèrent une solution. Pour comprendre la vitesse de la lumière, il suffisait d'abandonner l'idée d'un temps absolu. La théorie de la relativité était née. La désormais célèbre équation E égale mc2 implique que, quelle que soit l'énergie d'un objet possédant une masse, sa vitesse ne dépassera jamais celle de la lumière. C'est le principe de la théorie de la relativité restreinte. Une des applications de ce principe est l'impossibilité d'observer certains événements éloignés qui se déroulent pourtant actuellement. La lumière des astres lointains, par exemple, ne nous parvient que plusieurs années après son émission. Le Soleil que l'on observe actuellement est en fait celui d'il y a 8 minutes. En somme, nous ne savons rien du présent de l'univers. Nous n'en percevons que le passé. La théorie de la relativité restreinte fonctionnait parfaitement, mais n'était pas compatible avec la théorie de la gravitation de Newton, qui disait que les objets sont attirés entre eux, la pomme et le sol, par une force qui dépend de la distance qui les sépare. Pour répondre à ce problème, Einstein propose en 1915 une évolution de la relativité restreinte, la théorie de la relativité générale. Il avance une idée révolutionnaire. La gravitation n'est pas une force naturelle classique, comme le pensait Newton. En réalité, la présence d'une masse courbe l'espace-temps. Plus l'objet est massif, et plus son attraction est puissante. Si la Terre forme une ellipse en tournant autour du Soleil, c'est parce que la masse du Soleil courbe l'espace-temps, et que la Terre suit cette courbe. Autre application de la théorie de la relativité générale et non des moindres, le temps s'écoule moins vite près d'un corps massif, car celui-ci absorbe une partie de l'énergie de la lumière lorsqu'elle traverse son champ gravitationnel. Concrètement, une horloge placée au sol, et donc plus près de la Terre, fonctionne moins vite qu'une horloge placée au sommet d'un gratte-ciel. Notre conception de l'espace, du temps et de l'univers ont donc radicalement changé en un siècle. Ils ne sont plus immuables et évoluent sans cesse. L'univers a donc un début et probablement aussi une fin. Chapitre 3. Notre univers est en constante expansion, ce qui nous éloigne des autres galaxies. Par ciel clair, il est possible d'apercevoir des points lumineux qui sont autant d'étoiles comme notre Soleil. Beaucoup sont concentrés dans la Voie lactée. En 1924, Edwin Hubble cherche à déterminer la distance entre les galaxies.
Il se sert d'un télescope muni d'un prisme qui décompose la lumière en couleurs et permet de déterminer leur fréquence. Celle-ci varie du rouge pour les basses fréquences au bleu pour les hautes fréquences. Dans les années 1920, on pensait que les galaxies se déplaçaient au hasard. Or Hubble, lui, constate que la majorité des galaxies qu'il observe ont un spectre qui se décale vers le rouge. Les galaxies s'éloignent de nous. C'est l'effet Doppler qui permet de comprendre ce phénomène. Si une galaxie est à une distance constante de la Terre, la fréquence de sa lumière ne varie pas. Nous recevons sa lumière à intervalles réguliers. Mais si elle s'éloigne, le deuxième rayonnement sera reçu plus tard que le premier. Par conséquent, la fréquence du rayonnement diminue. En 1965, deux physiciens américains s'intéressent aux longueurs d'onde centimétriques qui caractérisent les très basses fréquences. Avec l'appareil de mesure qu'ils ont mis au point, ils remarquent qu'ils captent un bruit, quelle que soit la direction pointée. Si ce bruit provient des galaxies en éloignement, alors l'univers est identique partout, et l'ensemble des galaxies autour de nous s'éloigne. Cette constatation contredit donc la théorie d'un univers statique qui se contracterait sous l'effet de la force de gravitation. C'est en fait tout le contraire, les galaxies s'éloignent à une vitesse telle que la gravitation n'a peu ou pas d'effet. En réalité, 3 modèles s'opposent encore aujourd'hui sur l'influence de la gravitation sur l'expansion de l'univers. Le premier implique que la force de gravitation puisse freiner l'expansion de l'univers. Dans ce cas, la distance entre les galaxies resterait stable. Un deuxième modèle implique que l'univers s'étende si rapidement que la gravitation ne puisse pas le freiner. La distance entre les galaxies augmente rapidement. Un troisième implique que l'univers connaisse une expansion régulière. La distance entre les galaxies augmente rapidement avant de se stabiliser. On sait aujourd'hui que l'univers s'étend de 5 à 10% tous les milliards d'années. On sait moins de choses en ce qui concerne sa densité. La masse de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, correspond à 1/100 de la masse nécessaire pour stopper son mouvement. L'univers est donc encore en expansion pour une longue durée, tellement longue que lorsqu'il commencera à se contracter, l'humanité aura déjà disparu.